Alors, comme souvent, Marido nous a organisé une dégustation en interne avec toute l'équipe. Et forcément, autour de la table, on a beaucoup parlé d'AOC, d'IGP, de premiers crus, de grands crus. Ah oui, parce que même pour nous qui travaillons dans le vin, ça a suscité pas mal de discussions. C'est sûr, et on s'est fait la réflexion qu'en tant que consommateur, vu de l'extérieur, tout ça peut paraître assez flou quand on ne connaît pas tout ce monde. On voit ces mentions partout sur les étiquettes, AOC, IGP, mais ce n'est pas toujours évident de comprendre ce que ça signifie vraiment. Et surtout, de savoir si ça change réellement quelque chose quand on boit le vin. Parce qu'on a souvent l'impression que c'est réservé aux experts ou que c'est très technique, alors qu'en réalité, ce sont des repères qui peuvent vraiment aider à choisir une bouteille, quand on sait les lire. C'est ça un peu le truc. Donc aujourd'hui, on s'est dit qu'on allait prendre le temps d'expliquer tout ça, simplement. AOC, IGP, à quoi ça sert, ce que ça dit et ce que ça ne dit pas. Alors, comme on vient de le dire, AOC, AOP, IGP, vin de France, quand on n'est pas du milieu, ça peut faire quand même beaucoup. Oui, ça peut faire beaucoup, mais surtout c'est normal d'être un peu perdu. Ces sigles viennent d'un système qui a été construit finalement pour protéger les vins et les consommateurs, mais pas forcément pour être ultra lisible pour le consommateur au final. Un peu à double tranchant. Et résultat, on se retrouve parfois à choisir une bouteille juste parce qu'il y a écrit AOC. Oui, exactement. Exactement. C'est un côté un peu rassurant peut-être, mais parce qu'on en connaît une et qu'on la voit dans le rayon, mais finalement c'est pas une mauvaise chose en soi, mais c'est pas suffisant non plus. Et puis ces mentions donnent des informations, mais elles disent pas tout. Alors commençons par l'AOC. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Alors une AOC, c'est avant tout une appellation liée à un terroir précis. Ça veut dire appellation d'origine contrôlée. Donc, elle définit une zone géographique. Parfois, les cépages autorisés. Non, je veux dire, il y a toujours des cépages autorisés, mais parfois dans des proportions imposées, des méthodes de culture et puis des règles de vinification. Donc l'idée à la base, c'est de protéger un savoir-faire et un style. C'est-à-dire que quand on achète un vin d'une certaine AOC, on a grosso modo une petite idée de ce à quoi s'attendre. Par exemple, on peut s'attendre à un vin léger et si on tombe sur un vin hyper puissant, le consommateur est perdu. Donc on achète une AOC et on sait à peu près à quoi s'attendre, comme tu viens de le dire. C'est un repère. En fait, c'est un repère. Une AOC, ça raconte un lieu, un climat, une tradition, un style. C'est finalement assez rassurant, quelque part. Mais est-ce que ça veut dire que tous les vins d'une AOC se ressemblent forcément ? Eh bien non, heureusement d'ailleurs. Heureusement, il y a toujours la patte du vigneron. Globalement, l'AOC donne un cadre, une identité et un style assez global. Ouais. Ensuite, heureusement que chacun va pouvoir avoir un petit peu d'identité, de liberté, à la fois pour utiliser les cépages qu'il a ou qu'il n'a pas, dans des proportions qui restent dans celles qui sont imposées, mais il y a quand même un petit peu de souplesse. Heureusement, c'est ça. Mais à l'aveugle, on doit quand même se dire, ah oui, effectivement, c'est bien un vin de telle région, sous-région, AOC. Ok. Et maintenant, si on parle de l'IGP, parce que celle-là, elle traîne souvent une mauvaise réputation par rapport à l'AOC. En fait, c'est un peu l'antichambre des AOC, les IGP. Ouais. Parce qu'avant de devenir AOP, il faut passer des étapes. C'est un peu... crescendo. Voilà, crescendo, exactement. Alors, les IGP, avant, on appelait ça des vins de pays. Donc ça, effectivement, c'était assez vaste et assez... sans beaucoup d'identité. Et là, on a délimité les IGP, donc c'est des indications géographiques protégées, avec des noms finalement soit très larges, genre IGP Pays d'Oc, ça couvre absolument tout, de la limite de l'Espagne en France, mais au Languedoc. Et après, ça peut couvrir des zones beaucoup plus rétrécies. Pas autant que les AOP, mais quand même un peu plus. Même si elle est souvent vue comme un sous-label, c'est pas du tout ça. En fait, il y a plus de liberté, comme je disais, mais quand même une zone géographique assez délimitée.
Et quand tu parles de liberté, tu veux dire liberté par rapport à quoi exactement ? Sur les cépages, par exemple, tu vois, tu peux mettre dans l'IGP qui entoure ton AOP, si tu es vigneronne dans un endroit précis, tu as ton AOP et puis, ou ton AOC, et autour de ça, tu as une IGP. Et bien là-dedans, tu vas pouvoir mettre des cépages que tu n'aurais pas le droit de mettre dans l'AOC. Pourtant, tu es dans la même zone assez large. Voilà. Donc ça, c'est bien. Donc tu peux utiliser différents cépages, des assemblages, voire même des méthodes un peu différentes pour avoir un peu plus de liberté finalement. Ça permet aux vignerons d'expérimenter, de sortir un peu de certains cadres un peu plus stricts qu'on trouve dans les AOC. Du coup, ça permet aussi d'être plus créatif pour le vigneron. Absolument. Ce sont des vins qui sont en général plus accessibles, moins complexes, peut-être un peu plus modernes. Voilà, on sort du cadre, du carcan parfois un peu oppressant des AOC. Et puis parfois plus surprenant. Et surtout, ils sont en général moins chers. Ouais. Donc, ça aussi, c'est une liberté de pouvoir, dans une gamme, pour un vigneron, d'offrir un premier pas chez lui par les IGP et puis ensuite les AOP et puis différentes cuvées plus ou moins prestigieuses à l'intérieur de la gamme qu'il propose. Voilà. Donc du coup, une grande question en découle, c'est est-ce qu'une AOC est forcément meilleure qu'une IGP ? Parce que du coup, dans l'échelle ou la pyramide, suivant comment on visualise ça, elle est logiquement au-dessus de l'IGP. Alors, oui, en théorie, elle se trouve au-dessus dans la pyramide. Mais là aussi, c'est surtout une garantie de cadre, pas une garantie absolue de qualité. Alors, chaque vin d'AOP est dégusté à l'aveugle. Pour être garant de l'AOC, il faut quand même que ça reste dans un certain cadre. Donc ça, c'est absolument indispensable. Mais dans ce cadre-là, il peut y avoir qualitativement... on peut rester dans le cadre sans être qualitativement au top du top. Donc voilà, il y a quand même des différences qualitatives tant que ça reste dans le cadre. Donc ça, voilà. Et inversement, une IGP peut être incroyable ou d'une bonne qualité, quoi. Absolument. Et il y a des IGP qui seront plus chers que certaines AOP. Tu vois, selon les moyens qu'on aura mis pour le faire, le bois utilisé, pas de bois. Tu vois, tout ça peut va jouer sur les coûts. Ouais, bien sûr. Donc parfois, l'IGP, c'est aussi juste un choix artistique pour permettre aux vignerons d'être plus créatifs, exprimer sa créativité. Ouais, c'est ça, complètement. C'est important de le dire. Le classement ne reflète pas toujours le niveau de plaisir dans le verre. Ça, c'est sûr. Mais du coup, concrètement, quand on est chez son caviste ou sur une cave en ligne, par exemple, comment on utilise ces infos intelligemment pour du coup choisir la bonne bouteille? Non, c'est pas évident. Quand on est chez un caviste, on demande conseil, heureusement. Les cavistes connaissent, les cavistes indépendants, etc., connaissent bien leur vin parce qu'ils les ont choisis eux-mêmes, donc ils savent. Ils peuvent nous aiguiller. Sur une cave en ligne, ça va être peut-être plutôt, je sais pas, la réputation d'un domaine ou quelque chose comme ça qui va guider, parce que sinon, comme on l'a dit juste avant, c'est pas forcément. Mais disons qu'en règle générale, là aussi, c'est quand on cherche un style précis, quand on veut découvrir une région, qu'on cherche un vin plutôt classique, assez rassurant. Alors que l'IGP, on peut se laisser surprendre, avoir envie d'être surpris, et de chercher un bon rapport qualité-prix, quand c'est le cas, et puis surtout de sortir des sentiers battus. Voilà. Nous, on en propose assez régulièrement des IGP intéressants. Ouais, justement parce qu'ils sont plus libres et qu'ils ont osé expérimenter. Tout à fait. De toute façon, la qualité, il n'y a rien d'autre qui nous intéresse. C'est ça. Donc au final, ce ne sont pas des ennemis, mais plutôt des outils qui peuvent se compléter. Ouais, tout à fait. On peut vraiment dire que ce sont des repères. Et finalement, ce qu'on peut retenir, c'est que ces labels sont là pour nous aider et pas pour nous enfermer dans des cases. Voilà, et puis le plus important, ça reste évidemment le travail des vignerons et des vigneronnes dans les vignes, leur philosophie et surtout votre goût à vous, finalement, qui reste très subjectif, bien sûr. Donc AOC ou IGP, ce qui compte vraiment au fond, c'est surtout le plaisir. On y revient toujours. Ben oui, toujours. Il faut rester curieux.
peu, goûter, comparer, se tromper parfois. Il faut avoir cette humilité, bien sûr. Ça fait partie de l'apprentissage. Bon, eh bien on espère que cet épisode vous aura aidé à y voir un peu plus clair entre AOC et IGP qu'on voit un peu partout et qu'on a un peu du mal à différencier, et surtout à vous sentir plus à l'aise au moment de choisir une bouteille. Oui, surtout, et puis n'hésitez pas à nous dire sur nos réseaux si ce genre d'épisode vous plaît ou si vous souhaitez qu'on aborde d'autres sujets en particulier. Vous pouvez nous soumettre nous soumettre des idées. Nous, on adore fouiller dans tous les sujets et puis vous raconter toutes ces histoires avec toujours du plaisir. Exactement. Eh bien, on se retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode de Bruit de cave.